Je suis entré et j'ai vu ma famille sur le canapé, mon mari, ma mère, mon fils et ma propre sœur. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, craignant le pire. Maman, assieds-toi, a dit mon fils. Tu dois accepter une nouvelle réalité. Tu n'es plus la chef de cette famille. Tante Brun, elle rend papa plus heureux maintenant. J'étais furieuse. Ils savaient tous. Je suis sorti de la pièce sans dire un mot. Le lendemain, j'avais 118 appels manqués. Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous regardez. N'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Maintenant, permettez-moi de vous plonger dans cette histoire. Le vent venant du tarmac à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta était mordant cette nuit-là, le genre de froid qui se faufile à travers votre manteau et s'installe dans vos os. Je venais d'atterrir après 3 jours épuisants à New York, ayant sauvé un accord que mon mari, Marcus, avait presque torpillé avec son arrogance. J'étais épuisé. Mes yeux brûlaient par manque de sommeil, et mes épaules me faisaient mal à cause du poids de mon sac d'ordinateur portable. Tout ce que je voulais, c'était une douche chaude, un verre de vin rouge, et le confort de ma maison. Je voulais dire à Marcus que j'avais réparé son gâchis, que Sterling Ridge Realty, l'empire immobilier que nous avions bâti en 22 ans, était sauf pour un autre trimestre. J'ai garé la voiture dans l'allée de notre propriété à Buckhead. Les lumières du salon étaient allumées, brillant de 1000 feux contre la pelouse sombre et recouverte de givre. C'était étrange. Habituellement, à 22 heures du soir, la maison était silencieuse. Marcus serait dans son bureau, et notre fils de 21 ans, Jérôme, serait dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo ou avec ses amis. J'ai ouvert la porte d'entrée, laissant tomber mes clés dans le bol sur la table de réception. Le silence qui m'a accueilli n'était pas paisible. Il était lourd. Il semblait chargé, comme l'air avant une tempête. Bonjour, ai-je appelé en enlevant mon manteau. Marcus, Jérôme, je suis à la maison. Simone, nous sommes dans le salon. La voix de ma mère venait de la grande pièce. Mon estomac s'est serré. Ma mère, Carole, vivait à 40 minutes d'ici. Que faisait-elle ici un mardi soir? Une panique soudaine m'a saisi. Était-il arrivé quelque chose à ma sœur Brun? Quelqu'un était-il malade? Je me suis précipité vers le salon, mon cœur battant contre mes côtes, mais ce n'était pas une urgence médicale. C'était un tribunal. Ils étaient tous là, disposés sur le canapé en cuir de designer que j'avais choisi à Noël dernier. Marcus était assis au centre, impeccablement vêtu d'une chemise blanche, mais il ne croisait pas mon regard. À sa gauche, il y avait ma mère, Carole, sa posture raide, ses mains étroitement jointes sur ses genoux. À sa droite, Brun, ma sœur cadette, et dans le fauteuil adjacent, mon fils, Jérôme. L'atmosphère était suffocante. Personne ne pleurait. Personne ne semblait triste. Ils avaient l'air résolus. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé, mon souffle coupé. Tout le monde va bien, maman? J'ai fait un pas en avant, mais Jérôme s'est levé. Il n'est pas venu me serrer dans ses bras. Il est resté planté là comme un agent de sécurité bloquant une porte. Il m'a regardé avec des yeux dépourvus de la chaleur que j'avais nourrie pendant 2 décennies. Maman, assieds-toi, a dit Jérôme. Sa voix était froide, plus grave que je ne m'en souvenais, dépouillée de toute affection. Tu dois écouter et ne pas faire de scène. Jérôme, tu me fais peur. Qu'est-ce que c'est? Tu dois accepter une nouvelle réalité, a-t-il continué, récitant des mots qui semblaient répétés. Tu n'es plus la chef de cette famille. J'ai regardé Marcus. Marcus, pourquoi ne dis-tu rien? Marcus a finalement levé les yeux. Son beau visage, le visage qui avait été l'image publique de notre entreprise pendant des années, s'est tordu en une grimace de pitié mêlée d'agacement. C'est fini, Simone. La farce est terminée. Quelle farce? J'avais l'impression de me noyer en terrain sec. Tante Brun, a dit Jérôme, pointant du doigt ma sœur. Elle rend papa plus heureux maintenant, contrairement à toi. Elle le comprend. Le monde a cessé de tourner. J'ai regardé Brun, ma petite sœur, celle dont j'avais payé le loyer pendant 6 ans, celle que j'avais embauchée quand personne d'autre ne voulait lui donner un emploi. Elle était assise les jambes croisées, portant un chemisier en soie qui ressemblait étrangement à un chemisier manquant dans mon placard. Et puis je l'ai vue. La main de Marcus reposait nonchalamment,
possessivement sur le genou de Brun. Nous ne voulions pas que tu la prennes par un étranger, a interrompu ma mère, Carole. Sa voix n'était pas apologétique. C'était une leçon. Simone, tu dois être réaliste. Tu es mariée à ton travail depuis des années. Marcus est un homme avec des besoins. Il a besoin d'une femme qui soit présente, pas d'une partenaire qui couche avec son ordinateur portable. Maman, ai-je murmuré, la trahison coupant plus profondément que n'importe quel couteau. Tu savais, tu approuves ça. Je soutiens le bonheur, a dit Carole, levant le menton avec défi. Brun et Marcus partagent une connexion. Ils s'aiment, Simone. Ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient prévu. C'est juste arrivé. Tu ne peux pas les punir pour être tombés amoureux. J'ai regardé Brun. Elle a offert un petit sourire triomphant. Elle a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille et a baissé les yeux. À son doigt, étincelant sous les lumières encastrées, il y avait une bague en diamant. Ce n'était pas une nouvelle bague. C'était ma bague. C'était le diamant art déco antique que Marcus m'avait offert pour notre 20e anniversaire, celui qui avait mystérieusement disparu de ma boîte à bijoux il y a 6 mois. J'avais retourné la maison de fond en comble à sa recherche, pleurant pendant des jours. Marcus m'avait dit que j'étais négligente, que je l'avais probablement perdue à la salle de sport. C'est ma bague, ai-je dit, ma voix tremblant d'une rage si pure qu'elle me brûlait la gorge. Elle lui va mieux, a dit Marcus en haussant les épaules. C'était du gaspillage sur toi. Tu ne portes jamais de bijoux de toute façon. Nous voulons que tu déménages, a dit Jérôme, rompant à nouveau le silence. Papa garde la maison. Je reste ici. C'est mieux si tu pars. Tu crées trop de tension. Mon fils, mon bébé, que j'avais soigné pendant les fièvres, dont j'avais payé les frais de scolarité en travaillant 80 heures par semaine, me mettait à la porte de la maison que j'avais construite. Est-ce que tu choisis ça, ai-je demandé à Jérôme, les larmes me piquant finalement les yeux. Est-ce que tu choisis la femme qui couche avec ton père dans mon dos? C'est ta tante, Jérôme. Elle n'est plus seulement ma tante, a craché Jérôme. C'est la seule qui m'écoute vraiment. Tu ne fais que me lancer de l'argent et me dire d'étudier. Papa est Brun, il me traite comme un adulte. J'ai regardé les 4. Mon mari, ma sœur, ma mère, mon fils, les 4 piliers de ma vie, et chacun d'eux était pourri. Il ne se contentait pas de me briser le cœur. Il démantelait mon existence avec une cruauté qui me coupait le souffle. J'ai senti une vague de nausée, mais je l'ai ravalée. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir m'effondrer. Je ne crierai pas. Je ne supplierai pas. J'ai redressé le dos. J'ai regardé Marcus, enfonçant mes yeux dans les siens jusqu'à ce qu'il grimace et détourne le regard. Vous croyez avoir gagné, ai-je dit, ma voix calme mais mortellement ferme. Vous croyez pouvoir réécrire l'histoire juste parce que vous vous ennuyez et que vous êtes égoïste? Ne fais pas de scène, Simone, a dit Brun, sa voix mielleuse à faire grincer les dents. Soyons matures à propos de ce divorce. Divorce? J'ai laissé échapper un rire court et sec. Oh, vous n'avez aucune idée de ce qui va arriver. Ne nous menace pas, a rétorqué Marcus, retrouvant son arrogance. J'ai déjà parlé aux avocats. Tu es dehors. L'accord prénuptial, les statuts de l'entreprise, j'ai tout prévu. Sors de cette porte, Simone. Si tu restes, je ferai en sorte que la sécurité te fasse sortir de ma propriété. Ta propriété? J'ai regardé autour de la pièce. J'ai choisi chaque carreau de cette maison. J'ai payé pour chaque brique. Et maintenant tu es en infraction, a dit Jérôme. C'était ça, la rupture finale. J'ai regardé mon fils une dernière fois, mémorisant le visage de l'étranger qu'il était devenu. Très bien, ai-je dit. Je me suis retourné. Je n'ai pas enlevé mon manteau du porte-manteau. Je n'ai pas ramassé mes clés dans le bol. J'avais mon jeu de secours dans ma poche. J'ai marché vers la porte. Où vas-tu? A crié Carole, une soudaine anxiété dans sa voix. Simone, nous devons discuter de l'accord. Marcus a une offre généreuse si tu signes ce soir. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la lourde porte en chêne et je suis sorti dans la nuit glaciale d'Atlanta. Le vent a frappé mon visage, séchant les larmes avant qu'elles ne puissent couler. Je suis monté dans ma voiture, le moteur s'animant dans le silence de l'allée. En reculant, je les ai vus à travers la fenêtre.
Ils étaient déjà en train de verser du champagne. Ils célébraient mon élimination. J'ai conduit dans l'obscurité, mes mains serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais une chose avec certitude. La Simone qu'il connaissait, le paillasson, le fournisseur, le réparateur, était morte dans ce salon, et la femme qui s'éloignait en voiture était quelqu'un qu'il devrait craindre terriblement. Si vous écoutez ceci et que vous êtes aussi furieux que je l'étais à ce moment-là, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et commenter avec le chiffre ainsi dessous. Faites-moi savoir que vous êtes avec moi. Votre soutien me dit que je ne suis pas seul dans ce combat. Commentez un maintenant parce que, croyez-moi, ce qu'ils ont fait ensuite fait que cette trahison semble n'être qu'un échauffement. J'ai conduit pendant 1 heure, les lumières de la ville d'Atlanta se brouillant en traînées rouges et dorées à travers mon pare-brise. Mon esprit était une tempête chaotique d'images, le sourire narquois de Brun, la bague à son doigt, le regard froid de Jérôme. Mais sous le choc, un instinct primal s'activait, la survie. J'avais besoin d'essence. Le voyant de faible niveau de carburant clignotait depuis que j'avais quitté l'aéroport, mais j'étais trop anxieuse de rentrer à la maison pour m'arrêter. Maintenant, sur un tronçon désert de LIU 285, je me suis arrêté dans une station-service ouverte 24 heures sur 24. Mes mains tremblaient alors que je sortais dans le froid glacial. J'ai glissé ma carte de crédit platine, celle qui était liée à notre compte joint, celle que j'utilisais pour tout, des courses à l'épicerie au dîner d'affaires, dans la pompe. Traitement en cours. L'écran a clignoté, puis en lettres rouges, refusé. Veuillez consulter le préposé. J'ai froncé les sourcils. C'était impossible. La limite de crédit sur cette carte était de 50 000 $, et j'avais payé le solde en entier il y a 3 jours. J'ai essayé à nouveau. Refusé. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac, plus lourd que la trahison dont je venais d'être témoin. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti ma carte de débit personnelle, celle qui était liée à mon compte courant où mon salaire était déposé. Je suis entré dans la station. Le commis, un adolescent ennuyé avec des écouteurs autour du cou, n'a même pas levé les yeux lorsque j'ai placé une bouteille d'eau et un paquet de gomme sur le comptoir. J'ai glissé la carte de débit. Ça ne marche pas, a-t-il marmonné en mâchant sa gomme. Essaie encore, ai-je dit, ma voix tendue. Il y a de l'argent là-dedans. Il a soupiré et l'a glissé une fois de plus. Refusé, madame. Fonds insuffisant ou carte bloquée. Vous avez de l'argent comptant? Je suis resté là paralysé sous les lumières fluorescentes dures. Mon application bancaire. Je devais vérifier mon application. Mes doigts ont tâtonné avec mon téléphone alors que je me connectais. Accès refusé. Échec de l'authentification de l'utilisateur. Veuillez contacter votre succursale. J'ai essayé le compte de l'entreprise. Accès refusé. J'ai essayé le compte d'épargne conjoint. Accès refusé. Marcus ne s'était pas contenté de me mettre à la porte de la maison. Il avait exécuté un interrupteur d'arrêt financier. Il avait planifié ça. On ne verrouille pas un copropriétaire des comptes professionnels et personnels instantanément à moins d'avoir préparé le terrain avec la banque, en alléguant faussement une fraude ou en modifiant les privilèges administratifs des jours à l'avance. Il voulait que je sois sans le sou. Il voulait que je sois bloqué au milieu de la nuit sans ressources pour que je revienne en rampant et que je signe cette offre généreuse dont Carole avait parlé. J'ai fouillé dans mon sac à main, en passant devant le plastique inutile, jusqu'à la petite poche zippée au fond. J'ai trouvé 3 billets de 20 $ froissés et une poignée de monnaie. 60 $. C'était ma valeur nette en ce moment. J'ai payé 20 $ d'essence et l'eau avec l'argent comptant. Je suis remonté dans ma voiture, tremblant non seulement de froid, mais de la terrifiante prise de conscience de ma vulnérabilité. Je ne pouvais pas aller à l'hôtel. Je n'avais pas de carte de crédit pour le dépôt. Je ne pouvais pas aller chez ma mère. Je ne pouvais pas aller chez Brun. J'ai conduit jusqu'à ce que je trouve un motel en bord de route avec une enseigne au néon clignotante qui disait « Disponible ». C'était l'un de ces endroits où les camionneurs dorment quelques heures, le genre d'endroit où les draps sentent la fumée rance et le regret. Prépayé, a dit le gérant de nuit à travers un panneau de verre renforcé. 50 $ pour la nuit. Je lui ai remis 50 $ de mes 60 $ restants. Il a glissé une clé à travers le plateau. Chambre 12. La chambre était glaciale. Le chauffage claquait et crachait de l'air qui sentait la poussière brûlée. Je me suis assise sur le bord du matelas enfoncé, toujours dans mon coûteux tailleur d'affaires,
mon manteau tiré étroitement autour de moi. J'ai regardé mon téléphone. L'écran était allumé avec des notifications. Pas d'excuses, pas de « s'il te plaît, reviens ». 118 appels manqués. La plupart provenaient d'un numéro que je reconnaissais, l'avocat personnel de Marcus, un requin nommé Reginald Pierce. Et puis les courriels ont commencé à arriver. Objet, accord de dissolution du mariage objet, accord de non-divulgation urgent requis objet, avis de licenciement Sterling Ridge Realty. J'ai ouvert l'avis de licenciement en premier. C'était un PDF joint à un courriel de la directrice des ressources humaines, une femme que j'avais embauchée, une femme que j'avais encadrée. Chère Madame Fuentes, disait-il, à compter d'aujourd'hui, votre poste de directrice de l'exploitation est résilié pour un motif valable, des allégations d'espionnage industriel et de négligence grave. J'ai ri, un son dur et rauque dans la pièce vide. Espionnage? Négligence? C'était moi qui restais éveillé jusqu'à 3 heures du matin pour vérifier les livres. C'était moi qui connaissais toutes les lois de zonage du comté. Marcus ne savait même pas comment convertir un PDF sans demander mon aide. Puis un message texte est arrivé. Il était de Jérôme. Mon pouce a plané au-dessus de l'écran, une petite partie idiote de moi espérant qu'il s'était enfui, qu'il était désolé. Maman, ne rends pas ça plus difficile. Papa dit qu'il coupera mes frais de scolarité et mon fonds en fiducie si tu contestes le divorce. Il m'a promis le poste de vice-président l'année prochaine si je reste avec lui. Tu m'as toujours dit d'être ambitieux. Je ne fais que faire ce que tu m'as appris. S'il te plaît, comprends. J'ai laissé tomber le téléphone sur le lit comme s'il brûlait. C'était l'effaceur final. Marcus n'avait pas seulement pris mon argent et mon emploi. Il avait acheté l'âme de mon fils. Il avait utilisé la richesse que j'avais aidé à bâtir pour soudoyer mon propre enfant contre moi. Je me suis blotti sur le couvre-lit crasseux, les genoux remontés contre ma poitrine. Les larmes ont finalement coulé chaudes et rapides. J'ai pleuré pour le bébé à qui je lisais des histoires au coucher. J'ai pleuré pour la sœur que j'ai protégée dans la cour de récréation. J'ai pleuré pour le mari en qui je croyais quand il n'était qu'un sourire dans un costume bon marché. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait et que les larmes se transformaient en croûte salée sur mes joues, quelque chose d'autre a commencé à s'installer dans ma poitrine. C'était froid et lourd, comme une pierre. Il pensait m'avoir effacé. Il pensait qu'en supprimant mes cartes de crédit et mes mots de passe, ils avaient pris mon pouvoir. Ils ont oublié une chose. Ils ont oublié qui a construit le château dans lequel ils étaient assis. Ils ont oublié qui a conçu les systèmes de sécurité, qui a rédigé les contrats et qui savait où les corps étaient enterrés. Marcus pensait que Sterling Ridge Realty fonctionnait grâce à son charme. Il était sur le point d'apprendre que cela fonctionnait grâce à mon cerveau. Et bien qu'il ait peut-être volé les clés de la porte d'entrée, il avait oublié que l'architecte laisse toujours une porte arrière. J'ai regardé la tache d'eau sur le plafond en attendant que le soleil se lève. Je n'étais plus Simone, la femme. Je n'étais plus Simone, la mère. J'étais Simone, l'architecte, et j'étais sur le point de démolir toute la maison. Il était impossible de dormir dans cette chambre de motel. Le bruit de la circulation sur l'autoroute était un bourdonnement constant, mais c'était le bruit dans ma tête qui me tenait éveillé. Des souvenirs vifs et irréguliers jouaient en boucle. Pour comprendre pourquoi j'étais allongé sur un matelas sale avec $10 dans ma poche, je devais revenir en arrière. Je devais examiner les fondations de ma vie et réaliser qu'elles étaient fissurées depuis le début. J'ai grandi dans une petite ville rurale de l'Alabama, l'aînée de 2 filles. Mon père est décédé quand j'avais 7 ans, laissant ma mère, Carole, nous élever seuls. Sa mort a brisé quelque chose en elle, ou peut-être a-t-elle simplement révélé qui elle était vraiment. C'était une femme qui avait besoin d'être adorée, d'être le centre de l'attention, et elle a projeté ce besoin sur ses filles, ou plutôt sur l'une d'elles. Brun et née belle, même bébé. Elle avait des boucles dorées et de grands yeux bleus qui faisaient s'arrêter les étrangers dans la rue. J'étais simple, cheveux bruns, yeux sérieux, robuste. J'étais la responsable. Brun était la princesse. Je me souviens du jour où j'ai eu 18 ans. Je venais de recevoir ma lettre d'acceptation à la Wharton Business School et une bourse partielle. C'était mon billet de sortie. J'avais occupé 3 emplois à temps partiel pendant tout le secondaire, tutorat, serveuse, mise en rayon de livres à la bibliothèque, pour économiser pour le reste des frais de scolarité. J'ai couru dans la cuisine en agitant la lettre. Maman, j'ai été admise. Carole était à la table en train de peindre les ongles de Brun.
Brun avait alors 12 ans, déjà exigeante et grincheuse. C'est bien, Simone, a dit ma mère sans lever les yeux. Mais baisse la voix. Brun a mal à la tête. Mais maman, c'est Wharton. C'est un diplôme en commerce. Carole a soupiré, me regardant finalement. Ses yeux n'étaient pas remplis de fierté. Ils étaient calculateurs. Simone, ma chérie, nous devons parler de cet argent que tu as économisé. Mon fonds universitaire. Eh bien, Brun a été découverte. Il y a un concours de mannequinat à Miami le mois prochain. Ça pourrait être sa grande chance, mais les frais, les voyages, les photos de portfolio, c'est cher. Mon cœur a coulé. Maman, c'est mon argent de scolarité. Je l'ai gagné. Comme tu es égoïste, Simone. Brun est intervenu en soufflant sur ses ongles mouillés. Tu ne veux pas que je sois célèbre. Je vais t'acheter une voiture quand je serai riche, a dit Simone, ma mère, sa voix prenant ce ton, celui qui mêle culpabilité et commandement. Tu es la forte. Tu es intelligente. Tu peux toujours trouver un moyen. Tu peux travailler une autre année, suivre des cours du soir, mais Brun, elle est délicate. C'est son rêve. Tu ne voudrais pas briser le rêve de ta sœur, n'est-ce pas? Les familles se sacrifient les unes pour les autres. Je leur ai donné l'argent. Bien sûr, je l'ai fait. J'avais été conditionné pendant 18 ans à croire que ma valeur résidait uniquement dans ce que je pouvais leur fournir. J'étais le bourreau de travail, la mule, le réparateur. Brun était l'enfant chéri, la star, celle qui méritait de briller. Brun est allée à Miami. Elle n'a pas été embauchée. Elle a dépensé l'argent en vêtements et en parcs thématiques. J'ai passé l'année suivante à travailler en double quart dans un restaurant pour regagner l'argent. J'ai commencé l'université avec un an de retard, épuisé mais déterminé. Cette dynamique n'a jamais changé. Elle a juste évolué. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec les meilleures notes de ma classe, ma mère n'est pas venue à la cérémonie parce que Brun avait une grave anxiété à cause d'une rupture de 2 semaines avec un petit ami. J'ai traversé la scène seul. Quand j'ai obtenu ma première grande promotion dans une firme de consultation financière, ma mère a dit, c'est génial, ma chérie. Et, peux-tu prêter $2000 à Brun? Son propriétaire est horrible. J'ai payé le loyer de Brun. J'ai payé les réparations de sa voiture. J'ai payé ses cours de théâtre qu'elle n'a jamais suivis. J'ai acheté un condo à ma mère pour qu'elle n'ait pas à se soucier des escaliers. Je pensais que j'achetais leur amour. Je pensais que si je donnais juste assez, travaillais assez, réglerais assez de problèmes, ils finiraient par me regarder comme ils regardaient Brun. Je pensais qu'un jour ma mère regarderait mon visage et dirait, « Je suis si fier de toi, Simone. Tu es ma joie. » Mais je n'ai jamais été sa joie. J'étais sa facture d'électricité. J'étais son filet de sécurité. Puis j'ai rencontré Marcus. Il était charmant, ambitieux et semblait me voir. Il m'a dit que j'étais brillante. Il m'a dit que j'étais belle. Je n'ai pas réalisé alors qu'il avait le même regard calculateur dans les yeux que ma mère. Il n'a pas vu une âme sœur. Il a vu un hôte. Il a vu une femme formée pour tout donner et ne rien demander en retour. Il s'intégrait parfaitement dans l'espace vide de mon cœur que ma mère et ma sœur avaient creusé. Je l'ai épousé, pensant que je construisais une nouvelle famille, une meilleure famille. Allongé dans la chambre de motel sombre, la révélation m'a frappé avec la force d'un coup physique. Je n'avais pas échappé à la dynamique familiale en épousant Marcus. Je l'avais recréé. Marcus était l'enfant chéri, exigeant l'adoration et les ressources. J'étais toujours le bourreau de travail, peinant dans l'ombre pour maintenir les lumières allumées. Et Brun n'était que la conclusion inévitable. Les deux parasites dans ma vie s'étaient finalement trouvés. Tu es la forte, Simone. La voix de ma mère résonnait dans ma mémoire. Eh bien, elle avait raison sur une chose. J'étais forte. Assez forte pour les porter pendant 40 ans. Et maintenant, que Dieu les aide. J'étais assez forte pour lâcher prise. Je me suis assise sur le lit, les ressorts métalliques grinçant. Je n'allais plus pleurer. La tristesse avait disparu, remplacée par une clarté froide et clinique. Il voulait la délicate Brun. Il voulait le rêveur Marcus. Très bien. Ils pouvaient savoir l'un l'autre, mais ils ne pouvaient pas avoir mon argent. Ils ne pouvaient pas avoir mon entreprise. J'ai pris mon sac d'ordinateur portable.
Il était temps de cesser d'être la fille sacrifiée. Il était temps d'être la PDG qui liquide les actifs toxiques. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux sales de la chambre de motel, projetant de longues ombres poussiéreuses sur le sol. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Heureusement, j'avais un point d'accès Wi-Fi portable dans mon sac, une habitude de mes années de voyage d'affaires. Marcus ne pouvait pas couper un appareil dont il ignorait l'existence. Je n'ai pas essayé de me connecter au compte bancaire pour l'instant. Je savais que ses portes étaient bien fermées. Au lieu de cela, j'ai ouvert un fichier appelé SRFil1 pour comprendre comment j'allais détruire Marcus. Vous devez comprendre comment je l'ai construit. J'ai rencontré Marcus il y a 22 ans lors d'un événement de réseautage immobilier au centre-ville d'Atlanta. Il avait 29 ans, portait un costume qui ne lui allait pas tout à fait, tenait un verre de vin bon marché et tenait la cour avec un groupe d'investisseurs. Il était électrique. Il avait un sourire qui pouvait vendre de la glace à un Esquimau, un rire qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus drôle au monde. J'avais 25 ans, j'étais analyste junior dans l'une des grandes firmes de consultation, debout dans un coin, agrippé à mon classeur d'études de marché. Je l'ai regardé se déplacer dans la pièce. Il était charismatique, oui, mais je pouvais entendre ce qu'il disait. Il débitait du jargon, faisant des promesses de rendement mathématiquement impossibles. Il m'a coincé près du buffet. On dirait que vous analysez l'intégrité structurelle des brochettes de crevettes, a-t-il plaisanté. Non, j'ai souri. J'analyse votre argumentaire à ces investisseurs. Vous promettez un rendement de 15% sur une propriété dans un quartier en déclin. Vous allez leur faire perdre leur argent. Il a cligné des yeux de surprise. Puis il a ri. D'accord, vous m'avez démasqué. Je suis un gars de grandes idées, pas un gars de chiffres. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne les trucs ennuyeux. Les trucs ennuyeux sont ceux qui vous évitent d'aller en prison, ai-je dit sèchement. Il est tombé amoureux de moi, ou du moins de ce que je pouvais faire pour lui à ce moment-là. En 6 mois, nous étions mariés. En 1 an, nous avons fondé Sterling Ridge Realty. La division du travail a été établie immédiatement. Marcus était le visage. Il était le PDG. Il assistait aux réunions avec les clients, jouait au golf avec les promoteurs et donnait des entrevues au Wall Street Journal et à Forbes. Il aimait les projecteurs. Il aimait le titre. J'étais l'architecte. J'étais la directrice de l'exploitation. Mais en réalité, j'étais tout le reste. Je trouvais les propriétés, négociais les prêts, gérais les entrepreneurs, me disputais avec la mairie au sujet des permis de zonage, faisais les impôts, la paie et la conformité juridique. Notre premier grand projet était une catastrophe en devenir. Marcus avait acheté un entrepôt délabré dans le sud d'Atlanta, convaincu que ce serait la prochaine grande conversion de loft. Il a payé un $250,000, trop cher. L'entrepreneur qui l'a embauché s'est enfui avec le dépôt. Nous étions au bord de la faillite avant même d'avoir vendu une seule unité. Je me souviens d'être assise à notre table de cuisine, enceinte de Jérôme, fixant les chiffres rouges dans le grand livre. Marcus faisait les 100 pas, transpirant à travers sa chemise, paniquant. Nous sommes finis, Simone. Ma réputation est ruinée. Je vais être poursuivi. Asseyez-vous, ai-je ordonné. J'ai pris les bijoux de ma grand-mère, le seul héritage que j'avais reçu, à l'abri de ma mère et de Brun, et je les ai vendus. J'ai liquidé mon fonds de retraite. J'ai renégocié les conditions avec la banque, présentant un plan d'affaires si détaillé, si infaillible, que le directeur de la succursale a dit que c'était le meilleur qu'il ait jamais vu. J'ai congédié l'ami de Marcus, qui agissait en tant que gestionnaire de projet, et j'ai moi-même pris la direction du chantier, me promenant dans les zones de construction avec un casque de chantier et une bosse de 6 mois. Nous avons terminé le projet. Nous avons tout vendu en 3 semaines. Marcus a été salué comme un visionnaire dans la presse économique. Le titre disait « Marcus Sterling, le nouveau roi des lofts ». Il a rapporté le magazine à la maison en rayonnant. « Regarde ce bébé. Nous l'avons fait. » Il ne m'a pas mentionné une seule fois dans l'entrevue. Quand je l'ai gentiment souligné, il m'a embrassé sur le front. « Ma chérie, tu sais comment sont les médias. Ils aiment un seul récit. De plus, tu détestes les projecteurs. Tu es mon arme secrète, le pouvoir derrière le trône. » Je l'ai accepté. Je me suis dit que c'était pour la famille. Je me suis dit que tant que l'entreprise réussissait, peu importait le visage sur la couverture.
J'ai été une imbécile pendant 20 ans. J'ai construit la scène, installé les lumières et écrit le scénario. Marcus est juste sorti et a pris les applaudissements. L'entreprise a grandi. Nous nous sommes étendus aux propriétés commerciales, aux condos de luxe, au développement à usage mixte. Nous valions des millions. Mais la structure de l'entreprise, c'était mon chef-d'œuvre. Marcus était paresseux avec les détails. Il détestait lire les contrats. Il détestait les mots de passe. Tu règles ça, Simone, était sa phrase préférée. Alors, j'ai mis en place l'infrastructure numérique, créé le réseau complexe de LLC pour limiter la responsabilité, configurer les virements bancaires automatisés, et parce que Marcus était paranoïaque à l'idée que les employés lui volent, il a insisté sur un serveur interne localisé et hautement crypté pour nos données financières les plus sensibles. Il voulait un accès fantôme, une connexion d'administrateur principal qui pourrait contourner tous les autres protocoles au cas où nous serions bloqués ou pris en otage par le personnel informatique. Seulement toi et moi connaîtrons l'accès fantôme, avait-il dit. Mais Marcus n'a jamais pris la peine de mémoriser la chaîne complexe de 64 caractères que j'avais générée. Il l'a écrite sur un post-it, l'a gardée dans le tiroir de son bureau pendant une semaine, puis l'a jetée, en supposant que je serais toujours là pour la taper pour lui. Il avait raison. J'étais toujours là jusqu'à hier. Maintenant, assise dans le motel, j'ai regardé l'écran de connexion pour le serveur Sterling Ridge privé. Le tunnel VPN était sécurisé. Marcus pensait qu'en appelant la banque et en me retirant en tant que signataire, il avait coupé mon accès. Il pensait qu'en me congédiant par l'intermédiaire des RH, il avait révoqué mon accès. Il s'est fié au protocole standard. Il s'est fié à la porte d'entrée. Il a oublié l'accès fantôme. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. J'ai tapé la suite de caractères. C'était un vers d'un poème que j'aimais, mélangé aux coordonnées GPS du premier bâtiment que nous avons acheté et à la date à laquelle Jérôme a perdu sa première dent. Marcus ne connaissait rien de tout cela. Authentification d'accès accordé, niveau administrateur. L'écran s'est inondé de données. Tout le système nerveux de Sterling Ridge était ouvert devant moi, courriel, virement bancaire, registre comptable, documents fiscaux, historique de conversations privées. Je ne regardais pas seulement une entreprise. Je regardais la scène de crime de mon mariage. J'ai commencé à télécharger. Je ne voulais pas seulement quelques fichiers. Je voulais tout. Chaque courriel que Marcus avait envoyé au cours des 5 dernières années, chaque note de frais, chaque virement vers les îles Caïmans ou la Suisse. Et c'est là que je l'ai vu, un dossier intitulé Projet B. Ce n'était pas un projet de construction. Le EB le représentait brun. J'ai ouvert le dossier, et le sang s'est glacé dans mes veines. Ce n'était pas juste une aventure. C'était un détournement de fonds à grande échelle. Date, montant, reçu. 12 janvier, virement de $50 000 à Brun Consulting LLC. Le nom de jeune fille de Brun. 14 février, $12 000 chez Tiffany et Company 1er mars, $4,500 pour la location mensuelle d'une suite de luxe au Saint-Régis. Il entretenait Brun comme une concubine avec l'argent de l'entreprise depuis 3 ans. Mais cela allait encore plus loin. J'ai vu des virements vers une société écran que je ne reconnaissais pas, Orion Holdings Group. Le signataire pour Orion n'était pas Marcus. C'était Brun. Et les actifs transférés à Orion n'étaient pas seulement des liquidités. C'étaient des titres de propriété. Marcus transférait lentement les titres de nos propriétés non grevées les plus précieuses dans une société détenue par ma sœur. Il vidait Sterling Ridge de sa substance, se préparant à me laisser avec la coquille vide pendant que lui et Brun s'en allaient avec les actifs. Je me suis senti malade. Il ne s'agissait pas seulement de me remplacer en tant qu'épouse. C'était un vol qualifié. Mais en faisant défiler les documents, un sourire froid a touché mes lèvres. Marcus était un acteur, pas un architecte. Il ne comprenait pas les documents qu'il signait. Dans son arrogance et la cupidité de Brun, ils avaient commis des erreurs d'amateurs, des erreurs grossières. Ils avaient falsifié ma signature sur les transferts de titres. Je pouvais le voir dans les PDF, une copie numérique maladroite de ma signature provenant d'un document différent. Et dans l'accord d'exploitation d'Orion Holdings Group, Brun avait indiqué son adresse permanente. C'était mon adresse, la maison que j'ai payée. Je les tenais. Je les tenais la main dans le sac, mais je ne pouvais pas frapper tout de suite. Si j'allais à la police maintenant, Marcus prétendrait qu'il s'agissait d'une erreur administrative.
Il paierait une amende et m'enterrerait sous des années de litige. Il avait l'argent pour des avocats coûteux. J'avais 10 $. Je n'avais pas besoin de les laisser se pendre. J'avais besoin qu'ils se sentent en sécurité. J'avais besoin qu'ils pensent que j'étais vaincu, ruiné et caché dans un trou. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'avais les plans de leur destruction. Maintenant, je devais juste construire le piège. La preuve numérique du projet B brûlait dans mon esprit, me forçant à me rappeler exactement comment Brun avait infiltré mon sanctuaire. Cela a commencé il y a 5 ans, à une époque où Sterling Ridge Realty était en plein essor et où ma garde était baissée. Brun venait de subir son 3e divorce. Son ex-mari, un mécanicien honnête nommé Derek, l'avait quitté parce qu'elle refusait de travailler et dépensait son salaire en sacs de créateurs qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle s'est présentée à ma porte avec 2 valises et une histoire larmoyante qui aurait gagné un Oscar. Il était violent, Simone, a-t-elle pleuré, se jetant dans mes bras. J'ai appris plus tard que violent signifiait qu'il avait coupé sa carte de crédit. Je n'ai nulle part où aller. Maman a dit que tu m'aiderais. Carole m'a appelé 10 minutes plus tard. Simone, tu as cette grande maison avec toutes ces chambres d'amis vides. Laisse ta sœur rester quelques semaines. Elle a juste besoin de se remettre. La famille est de la famille. J'ai accepté. J'acceptais toujours. Une semaine s'est transformée en 6 mois. Brun passait ses journées au bord de ma piscine à boire mon vin et à critiquer mes paysagistes. Marcus à l'époque semblait agacé par sa présence. C'est une sangsue, Simone, se plaignait-il. Elle traite notre maison comme un hôtel. Je l'ai défendue. Elle est en deuil, Marcus. Donne-lui du temps. Puis vint la demande. J'ai besoin d'un emploi, a annoncé Brun un soir au dîner. Je m'ennuie. Je veux travailler pour vous. J'ai failli m'étouffer. Brun, nous dirigeons une entreprise d'immobilier commercial. C'est une forte pression. Quelles compétences as-tu pour cela? Je suis doué avec les gens, a-t-elle insisté. Je peux être, je ne sais pas, relation avec les clients. Je peux organiser les fêtes. Je peux parler aux investisseurs. Vous êtes tellement sérieux. Vous avez besoin de quelqu'un d'amusant. Non, ai-je dit. C'était l'une des rares fois où j'ai mis le pied à terre, mais Carole est intervenue. Elle a conduit 40 minutes pour prendre un café avec moi. Simone, c'est la chance de Brun d'être responsable. Si tu ne lui donnes pas un emploi, elle va patauger. Tu veux qu'elle vive sur ton canapé pour toujours? Donne-lui un salaire. Laisse-la déménager. Marcus pense que c'est une bonne idée, a-t-elle ajouté avec douceur. J'ai cligné des yeux. Marcus? Je lui ai parlé. Carole a dit, il pense que Brun pourrait t'aider à adoucir l'image de l'entreprise. Tu sais, tu peux être un peu intense, ma chérie. J'ai confronté Marcus. Tu veux embaucher Brun? Marcus a haussé les épaules, ajustant sa cravate. Ta mère a raison. Nous avons besoin de quelqu'un pour gérer le côté social, les galas, les événements caritatifs. Tu détestes ces trucs. Laisse-la faire. Paie-lui un salaire d'assistante. Fais-la sortir de la maison. Nous gagnons tous. Alors, je l'ai fait. J'ai créé un poste, directeur des événements spéciaux. Au début, cela semblait fonctionner. Brun a emménagé dans un appartement que j'ai subventionné et a organisé la fête de Noël de l'entreprise. C'était fastueux, hors budget, mais un succès. Puis les changements subtils ont commencé. Brun a commencé à venir au bureau tous les jours, vêtu non pas d'une tenue d'affaires, mais de robe moulante qui était juste à la limite de l'inapproprié. Elle passait des heures dans le bureau de Marcus à discuter de la logistique des événements. Je passais devant et je les entendais rire. Chaque fois que j'entrais dans la pièce, ils s'arrêtaient. Qu'est-ce qui est si drôle, demandai-je, ressentant une pointe de malaise. Juste une blague sur un client, disait Brun, souriant de ce sourire sucré. Tu ne comprendrais pas, Simone. C'est une blague entre nous. Elle a commencé à se joindre à nous pour les déjeuners d'affaires. Puis elle a commencé à me remplacer à ces derniers. Simone, reste en arrière et termine les projections trimestrielles, disait Marcus. Brun et moi emmènerons les développeurs au steakhouse. Tu sais que tu détestes les conversations futiles. Et je détestais les conversations futiles. J'aimais le travail, alors je les ai laissés partir.
Je suis resté au bureau à manger une salade à mon bureau, à calculer les chiffres, à m'assurer que nos marges bénéficiaires étaient saines, pendant que mon mari et ma sœur buvaient des martinis et riaient à mes dépens. J'ai remarqué des changements chez Marcus. Il a commencé à s'habiller plus jeune. Il a acheté une Porsche dont il n'avait pas besoin. Il a commencé à sortir tard pour faire du réseautage. Lorsque j'ai exprimé mon inquiétude, Carole m'a gaslighté à l'infini. « Tu es paranoïaque, Simone » m'a-t-elle réprimandé. « Tu devrais être contente que Marcus et Brun s'entendent bien. La plupart des hommes détestent leur belle famille. C'est une bénédiction. Ne gâche pas ça avec ta jalousie. C'est indigne de toi. » Jalousie. Elle m'a fait me sentir comme une harpie folle et insécurisée. Maintenant, en regardant le dossier Projet B sur mon ordinateur portable, j'ai vu la réalité. Les dîners de réseautage étaient des rendez-vous. Les voyages d'affaires à Miami étaient des vacances, et les bons horaires de consultation versés à Brun étaient en fait son allocation pour être sa maîtresse. Le serpent ne s'était pas contenté de se glisser dans l'herbe. J'avais ouvert la porte, je l'avais invité à entrer et je lui avais donné du lait chaud. Et le pire, c'est que ma mère avait maintenu la porte ouverte. Carole avait orchestré cela. Elle avait poussé Brun vers Marcus, sachant exactement ce dont Brun était capable. Elle voulait que Brun ait la vie que j'ai construite parce que dans son esprit tordu, Brun méritait le royaume, et je n'étais que la bâtisseuse, destinée à l'élever et à m'en aller. J'ai claqué ma main contre le bureau bon marché du motel. La douleur m'a ancré à la réalité. D'accord, ai-je murmuré dans la pièce vide. Vous voulez jouer au jeu amusant et irresponsable ? Voyons combien c'est amusant quand l'architecte enlève le mur porteur. J'ai passé les 6 heures suivantes dans une transe de comptabilité forensique. L'accès fantôme me donnait tout, mais je devais faire attention. Si j'apportais des modifications, si j'altérais un fichier, les journaux du système pourraient alerter le directeur informatique, un homme nommé Steven, qui était autrefois loyal envers moi, mais qui répond maintenant sans aucun doute à Marcus. Alors, je suis devenu un fantôme. J'ai copié, j'ai téléchargé, j'ai fait des captures d'écran, j'ai tracé le flux d'argent. C'était pire que je ne le pensais. Sterling Ridge Realty perdait de l'argent pour financer leur style de vie et les transferts vers la société écran de Brun. Marcus avait cessé de payer les fournisseurs. Nous avions 3 mois de retard sur les paiements aux équipes de construction pour le nouveau gratte-ciel du quartier financier. Nous étions en défaut sur les intérêts de 2 prêts importants. Marcus volait pierre pour payer Brun. Mon entreprise, l'œuvre de ma vie, était un château de cartes. Si les créanciers le découvraient, nous serions insolvables dans 30 jours. Mais ensuite, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait me redresser d'un coup. C'était une chaîne de courriels entre Marcus et un détective privé appelé Pierce Investigation. La date était d'il y a 2 ans. Objet, surveillance cible, S. Dubois Marcus, j'ai besoin de merde. Quoi que ce soit, infidélité, toxicomanie, instabilité mentale. J'ai besoin de motifs pour annuler le contrat prénuptial. Pierce. Monsieur Sterling, nous l'avons suivi pendant 6 mois. Elle va au travail. Elle va à l'épicerie. Elle va chez sa mère. Elle travaille tard. Il n'y a pas de merde. Cette femme est une sainte. Marcus, cherchez plus fort, ou inventez quelque chose. Je ne peux pas me permettre de lui donner la moitié. J'ai arrêté de respirer. 2 ans. Il prévoyait de se débarrasser de moi depuis 2 ans, mais il ne trouvait pas le moyen de le faire sans perdre d'argent. Et puis un courriel plus récent daté d'il y a 1 semaine. Marcus, oublie la merde. On y va avec l'angle de l'effondrement mental. Sa famille témoignera. Sa mère et sa sœur sont d'accord. Nous prétendrons qu'elle est surmenée, paranoïaque, inapte à diriger. Nous forcerons une motion de censure lors de la réunion du conseil d'administration. Une fois qu'elle sera dehors, nous déclencherons la clause de rachat à la valorisation la plus basse. Carole, je peux témoigner qu'elle a été erratique ces derniers temps, très émotive. Je suis inquiète pour elle, Marcus. Nous devons faire ce qui est le mieux pour l'entreprise. J'ai regardé l'écran, les larmes de rage brouillant ma vision. Ma mère, ma propre mère, complotait pour me faire déclarer mentalement instable afin que son enfant chéri puisse voler mon mari et mon argent. Vous voulez de l'erratique, ai-je murmuré. Je vais vous montrer ce que c'est que l'erratique. J'ai creusé plus profondément. J'avais besoin d'un levier. La preuve de fraude était bonne,
mais il faudrait du temps pour la prouver devant les tribunaux. J'avais besoin de quelque chose d'immédiat, quelque chose qui terrifierait Marcus. Je l'ai trouvé dans les déclarations fiscales. L'année dernière, pour obtenir un prêt massif d'une société de capital investissement, Marcus avait gonflé les taux d'occupation de nos propriétés commerciales. Il avait falsifié des contrats de location. Il avait physiquement falsifié les signatures de locataires qui n'existaient pas. Ce n'était pas seulement une fraude civile. C'était une fraude bancaire. C'était un crime fédéral passible d'une peine de prison. Et les documents de prêt ont été signés par Marcus Sterling, PDG. Ma signature n'y figurait pas. J'avais été hors de la ville pour les funérailles de ma tante cette semaine-là, des funérailles que Brun a manqué, et Marcus avait dit qu'il s'occuperait des papiers. Il avait signé son propre arrêt de mort et ne le savait même pas. J'ai copié les documents de prêt. J'ai copié les faux baux. J'ai construit un dossier qui était une bombe nucléaire. J'ai regardé l'heure. Il était 14 heures. Je travaillais non-stop depuis 12 heures. J'étais affamé. Je ne m'étais pas lavé et je fonctionnais à l'adrénaline. J'avais besoin d'un téléphone jetable. Je ne pouvais pas utiliser mon téléphone portable. Il le traçait probablement ou récupérait les enregistrements. J'ai marché jusqu'à un dépanneur de l'autre côté de la rue en achetant un téléphone prépayé bon marché avec de l'argent comptant. De retour dans la chambre, je me suis assise sur le lit et j'ai regardé le nouveau téléphone. Qui pourrais-je appeler? Mes amis? La plupart étaient des amis communs avec Marcus. Ils se rangeraient probablement du côté de Marcus le charmant ou resteraient neutres. Ma famille? Évidemment pas. Mes employés? Trop risqué. J'avais besoin de quelqu'un de puissant, de quelqu'un qui détestait Marcus, de quelqu'un avec les ressources nécessaires pour mener une guerre. Un homme m'est venu à l'esprit, Elia Vance. Elia était un magnate de l'immobilier milliardaire à Atlanta. Vieil argent, impitoyable, mais avec des principes. Il y a 3 ans, Marcus avait battu Elia pour l'acquisition d'un terrain de choix dans le développement de Beltline. Marcus avait gagné en corrompant un conseiller municipal pour rezoner le terrain, une décision à laquelle je m'étais farouchement opposé, mais que Marcus a prise dans mon dos. Elia avait soupçonné un jeu déloyal. Il avait publiquement qualifié Marcus des arrivistes en costume bon marché. Marcus avait ri, mais Elia n'a jamais oublié. Si j'allais voir Elia Vance avec la preuve de la fraude de Marcus, en particulier la fraude qui avait coûté cette transaction à Elia. C'était un coup de poker. Elia pourrait simplement se moquer de moi. Il pourrait me repousser. Mais il était la seule personne à Atlanta avec assez de pouvoir pour me protéger de l'équipe juridique de Marcus. J'ai composé le numéro de Vance Enterprises. Je le connaissais par cœur. Je l'avais cherché assez souvent quand nous étions des rivaux. Vance Enterprises, bureau du président, a répondu une voix claire. J'ai besoin de parler à Monsieur Vance immédiatement. Monsieur Vance est en réunion. Puis-je vous demander à quoi cela se rapporte? Dites-lui que c'est Simone Dubois, ai-je dit. Dites-lui que je sais comment Marcus Sterling a obtenu le rezonage de l'acquisition de Beltline, et dites-lui que j'ai les courriels. Il y a eu une pause. Un instant, s'il vous plaît. 30 secondes plus tard, une voix grave et rauque était en ligne. Madame Dubois, à quoi dois-je ce plaisir? Votre mari vous a-t-il envoyé pour jubiler? Mon mari vient de me renvoyer, a vidé mes comptes bancaires et a mis sa maîtresse dans ma maison, ai-je dit, ma voix stable. Je ne suis pas ici pour jubiler, monsieur Vance. Je suis ici pour le réduire en cendres, et je pensais que vous aimeriez peut-être apporter les guimauves. Silence, puis un petit rire. Je vous écoute. Avant d'aller rencontrer Elia Vance, il y avait une autre blessure que je devais cautériser, le fonds fiduciaire de Jérôme. Jérôme était mon point faible, mon talon d'Achille. Je l'avais protégé du narcissisme de Marcus toute sa vie. Quand Marcus oubliait l'anniversaire de Jérôme, j'achetais le cadeau et je signais le nom de Marcus. Quand Marcus manquait les matchs de soccer de Jérôme, je disais à Jérôme que papa travaillait dur pour notre avenir. Je l'avais élevé à croire que son père était un héros, dissimulant la réalité que son père était un égotiste négligent. Maintenant, je réalisais que c'était ma plus grande erreur. J'avais protégé Jérôme de la vérité, et ce faisant, j'avais permis à Marcus d'acheter sa loyauté avec des mensonges. J'ai ouvert les documents du fonds fiduciaire. Marcus avait récemment modifié les termes. À l'origine, le fonds devait être versé à l'âge de 25 ans,
à condition d'avoir obtenu un diplôme universitaire. Les nouveaux termes, datés d'il y a 2 semaines, accès immédiat à une distribution en espèces de $200 000, transfert de titres pour la Porsche 911 2023, et la correspondance ci-jointe, Jérôme, papa, maman va craquer si j'abandonne le semestre prochain. Marcus, maman ne sera plus responsable très longtemps, j'ai. Elle te traite comme un enfant. Je te traite comme un homme. Tu veux la voiture? Tu veux l'argent? Tu dois juste me soutenir le moment venu. Tu dois dire aux avocats que maman se comporte étrangement, qu'elle est instable. Jérôme, eh bien, elle a été un peu stressée ces derniers temps. Marcus, exactement. Elle perd la tête. Nous devons protéger l'entreprise. Si tu restes avec moi, je ferai de toi le vice-président des acquisitions l'année prochaine. Pas besoin de diplôme. Tu peux apprendre sur le tas comme moi. Jérôme, VP? Sérieusement? D'accord, je suis partant. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai lu les mots, et mon cœur ne s'est pas seulement brisé, il s'est transformé en poussière. VP des acquisitions. Jérôme échoue à l'introduction à l'économie. Il passe ses week-ends à jouer à des jeux vidéo et à dormir jusqu'à midi. Il n'était pas qualifié pour gérer un stand de limonade, et encore moins un département dans une entreprise de plusieurs millions de dollars. Marcus était en train de le manipuler pour qu'il échoue, flattant son ego pour l'utiliser comme un pion contre moi. Et Jérôme, mon doux garçon, avait vendu sa mère pour une Porsche et un titre qu'il n'avait pas mérité. Je me suis souvenu du texto qu'il m'a envoyé la nuit dernière. Papa dit qu'il va couper mes frais de scolarité. Il ne s'inquiétait pas pour les frais de scolarité. Il s'inquiétait pour l'argent facile. J'ai sorti le relevé de carte de crédit de Jérôme, celui que je payais. Magasin d'alcool, boîte de nuit, club de jeux en ligne, club de striptease. Il était dans une spirale descendante, et au lieu de l'élever, Marcus finançait cette spirale pour acheter un allié. J'ai pris mon téléphone jetable, hésitant. C'était mon fils. Mais le garçon qui était assis sur ce canapé et qui m'a dit d'accepter la réalité n'était pas le garçon que j'ai élevé. C'était la création de son père. Si je continuais à amortir sa chute, je le perdrais à jamais au profit du monde de corruption et de superficialité de Marcus. La seule façon de le sauver vraiment était de le laisser s'écraser. J'ai tapé un message texte. Je ne l'ai pas encore envoyé. Je l'ai juste écrit, en regardant le curseur, Jérôme, j'ai vu les courriels. J'ai vu la voiture. Tu as choisi le chemin facile, mais le chemin facile est un piège. Quand ton père aura fini de t'utiliser, il te jettera comme il m'a jeté. Je t'aime assez pour te laisser apprendre ça à la dure. Bonne chance, aime le vice-président. J'ai sauvegardé le brouillon. J'ai séché mes yeux. Je suis allé dans le système de paix. J'ai retiré Jérôme de la liste de paix des stagiaires dans laquelle il figurait depuis 3 ans, bien qu'il n'ait jamais mis les pieds au bureau. Je ne pouvais pas toucher au fonds fiduciaire. Marcus le contrôlait maintenant, mais je pouvais toucher l'assurance maladie. Jérôme était sur ma police, la police que je payais personnellement. Retiré indépendant. Jérôme Sterling. Raison, n'est plus un étudiant à temps plein. C'était mesquin. C'était petit, mais c'était la première fois en 21 ans que je ne réparais pas quelque chose pour lui. Mon téléphone a vibré. C'était l'adresse de la réunion avec Elia Vance, le salon de la bibliothèque du Peachtree Club dans 1 heure. Venez seul. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis allé à la salle de bain et j'ai éclaboussé mon visage d'eau froide. J'ai essayé de recoiffer mes cheveux. Mon tailleur était froissé, mais je l'ai secoué. J'ai appliqué une couche de rouge à lèvres, mon armure. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait avait l'air fatiguée, oui, mais elle avait l'air dangereuse. Elle ressemblait à une mère qui avait perdu ses petits et qui n'avait plus rien à perdre. Tu veux de l'instabilité, Marcus? J'ai dit à mon reflet. Je vais te montrer un tremblement de terre. Je suis entré dans le Peachtree Club dans le même tailleur froissé dans lequel j'avais fui ma maison, portant un sac d'ordinateur portable qui contenait suffisamment de preuves pour envoyer mon mari dans un établissement correctionnel fédéral. Le portier m'a regardé avec scepticisme. Cet endroit sentait le vieil argent, les vieilles rancunes et l'acajou, un monde qu'Elia Vance gouvernait. Je l'ai trouvé dans le salon de la bibliothèque, assis dans un fauteuil en cuir, en train de lire le Financial Times. Il avait 65 ans,
des cheveux argentés et des yeux comme du silex poli. Il ne s'est pas levé lorsque je me suis approché. Madame Dubois, a dit Elia, en pliant son journal. Vous avez l'air terrible. Je me sens terrible, ai-je admis, en m'enfonçant dans la chaise en face de lui. Mais mon cerveau fonctionne parfaitement. Vous avez mentionné la transaction de Beltline et Elia est allé droit au but. Vous avez dit que vous aviez des preuves. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas perdu de temps avec des plaisanteries. J'ai sorti le dossier que j'avais compilé dans la chambre de motel. J'ai tourné l'écran vers lui. Il y a 3 ans, Marcus vous a battu pour le terrain de Beltline. Vous soupçonniez qu'il avait soudoyé le conseiller municipal Davis. Vous aviez raison. Elia s'est penché en avant, ses yeux se plissant. Voici le virement bancaire, ai-je dit, en pointant l'écran. 50 000 $ à une société écran appelée Davis Management. Et voici les courriels entre Marcus et Davis discutant des frais de rezonage accélérés. Marcus a été négligent. Il a utilisé son courriel personnel pour le premier contact. Elia a examiné les documents. Son expression n'a pas changé, mais l'air autour de lui a semblé se refroidir. Pourquoi me montrez-vous ça maintenant? Vous étiez la directrice de l'exploitation. Vous avez profité de cette transaction. Je ne savais pas, ai-je dit, ma voix stable. Marcus tenait une comptabilité parallèle. Je l'ai trouvé hier soir après qu'il m'a jeté hors de ma maison, gelé mes comptes et mis ma sœur dans mon lit. Elia a levé les yeux, un éclair de surprise traversant son visage. Sa sœur. Et ma mère les encourage, ai-je ajouté, un rire amer s'échappant de mes lèvres. C'est une réunion de famille complète, et je suis la seule à ne pas être invitée. J'ai pris une respiration. Monsieur Vance, je ne suis pas venu ici pour bavarder. Je suis venu ici pour conclure un marché. Marcus essaie de me détruire. Il a falsifié ma signature sur des prêts frauduleux. Il détourne des fonds de l'entreprise. Il va laisser Sterling Ridge Realty comme un cratère fumant. Voulez-vous que je la sauve? Elia a haussé un sourcil. Je veux que vous m'aidiez à l'enterrer, et en échange, je vous donnerai la propriété de Beltline. Continuez. Marcus est surendetté. Il manque de liquidité. Il est sur le point de faire défaut sur des prêts de construction. Si vous intervenez maintenant en tant qu'investisseur providentiel offrant un prêt relais pour sauver le projet, il l'acceptera. Il est désespéré. Et dans le contrat de prêt, nous intégrons une clause de garantie. S'il fait défaut, ce qu'il fera parce que je connais les chiffres réels, vous obtenez les actifs, en particulier le titre de propriété de Beltline. Elia m'a regardé pendant un long moment. Le silence s'est étiré, épais et tendu. Puis un lent sourire s'est étendu sur son visage. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un prédateur reconnaissant un autre prédateur. Vous êtes vengeresse, n'est-ce pas, a dit Elia doucement. Je suis efficace, ai-je corrigé. Marcus pense que je suis une femme bafouée qui va pleurer dans un coin. Il ne réalise pas que c'est moi qui ai écrit son plan d'affaires. Elia a fermé mon ordinateur portable et l'a repoussé vers moi. Je vous aime bien, Simone. Vous avez du cran. Marcus m'a toujours frappé comme un paon, toutes les plumes, pas de vol. Mais vous, vous êtes un faucon. Il a sorti son téléphone. J'appelle mon conseiller général. C'est le meilleur avocat d'Atlanta. Il vous représentera dans le divorce pro bono. Considérez cela comme un investissement dans notre nouveau partenariat. Merci, ai-je chuchoté, le soulagement m'envahissant. Et Simone, a ajouté Elia, ses yeux durs. Ne me décevez pas. Si nous faisons cela, nous le détruisons complètement. Pas de pitié. Pas de le reprendre quand il pleure. Il ne pleurera pas, ai-je dit, en pensant au sourire narquois de Marcus quand il a enlevé mon alliance. Il hurlera. Elia a hoché la tête. Bien. Maintenant, allons vous trouver une chambre d'hôtel qui ne facture pas à l'heure. Vous ne pouvez pas planifier une guerre si vous n'avez pas dormi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une suite au Saint-Régis Atlanta, payée par Vance Enterprises. J'ai pris un long bain, frottant la crasse du motel sur ma peau. En me couchant entre les draps propres et frais, j'ai senti un profond changement à l'intérieur de moi. Pendant 20 ans, j'avais été celle qui réparait. J'avais aplani les erreurs de Marcus, nettoyé ses dégâts, l'avait fait paraître bien. J'avais été la colle invisible qui maintenait tout ensemble. Maintenant, j'allais être le solvant.
J'allais dissoudre tout ce qu'il pensait posséder. J'ai pris mon téléphone jetable et j'ai envoyé à Elia un texto d'un seul mot, prête. 3 jours plus tard, le piège était tendu. L'avocat d'Elia, un homme terriblement calme nommé Wesley Thorne, avait rédigé l'accord de divorce. C'était un chef-d'œuvre de diversion juridique. À première vue, cela ressemblait à une reddition complète. La proposition, Marcus garde la maison familiale. Marcus conserve la pleine propriété de Sterling Ridge. Simone reçoit une somme forfaitaire unique de $500 000, une fraction de ce qui m'était dû. Simone renonce à toute demande de pension alimentaire future. On dirait que j'abandonne. On dirait que je suis brisé, désespéré d'avoir de l'argent et que je veux juste m'enfuir. Marcus adorerait ça. Cela nourrissait parfaitement son ego. Mais enfoué au plus profond du document de 60 pages dans la section 14, sous-section C, paragraphe 4, se trouvait la clause d'empoisonnement, dans le cas où il serait constaté que l'une ou l'autre des parties à cet accord s'est livrée à une activité criminelle, une fraude ou un détournement de fonds non divulgués pendant le mariage, ou est reconnu coupable d'un crime dans les 24 mois suivant la signature, cet accord dans son intégralité sera nul et non avenu. Dans un tel cas, tous les actifs, y compris 100% des actions de la société et des biens immobiliers, reviendront à la partie non fautive à titre de dommages-intérêts punitifs. Marcus n'a jamais lu les petits caractères. Il payait des avocats pour le faire, mais son avocat, Reginald Pierce, était paresseux. Je le savais parce que je payais ses factures. Pierce survolait les contrats, cherchait les gros chiffres, le règlement, la pension alimentaire. Il ne chercherait pas une clause de réversion spécifique enfouie dans un texte de responsabilité générique. J'ai rencontré Marcus et son avocat au bureau de Pierce. Je ne portais pas de maquillage. Je portais un vieux pull. J'ai gardé la tête baissée, regardant le sol. Je devais vendre l'image de la femme vaincue. Marcus est entré en fanfaronnant comme s'il possédait le monde. Il portait un nouveau costume italien et sentait le parfum cher, probablement un cadeau de Brun. Eh bien, regardez qui est sorti de son trou, a ricané Marcus en s'asseyant. J'espère que vous êtes prête à signer, Simone. Brun et moi avons des faire-part de mariage à commander. Donnez-moi juste le chèque, ai-je dit d'une voix tremblante. Je veux juste partir, Marcus. Je ne peux plus te combattre. Marcus a ri, regardant Pierce. Vous voyez? Je vous avais dit qu'elle se rendrait. Elle n'a pas l'estomac pour ça. Pierce a fait glisser les papiers sur la table. Accord standard, Simone. Vous partez avec un demi-million et une ardoise propre. Signez juste ici, ici et ici. J'ai pris le stylo. Ma main tremblait, en partie jeu, en partie adrénaline pure. Qu'en est-il de Jérôme, ai-je demandé doucement. Jérôme reste avec moi, a dit Marcus, se penchant en arrière sur sa chaise. Il est mon vice-président maintenant. Nous allons construire un empire ensemble sans vos constantes plaintes. J'ai ressenti un pincement aigu dans ma poitrine, mais je l'ai avalé. D'accord, prends soin de lui. Signe ces fichus papiers, Simone. J'ai signé mon nom sur la ligne qui me dépouillait apparemment de 20 ans de travail acharné. Puis Marcus a signé. Il l'a fait avec une extravagance, un grand M arrogant. C'est fait, a dit Pierce, en fermant le dossier. Le chèque sera viré sur votre compte demain. Marcus s'est levé et a boutonné sa veste. Il m'a jeté un sourire narquois qui m'a donné des frissons dans le dos. Vous savez, Simone, vous devriez me remercier. Vous avez toujours été trop coincée pour cette vie. Allez vivre dans une ferme ou quelque chose comme ça. Trouvez-vous une gentille bibliothécaire. Au revoir, Marcus, ai-je chuchoté. En marchant vers l'ascenseur, j'ai entendu Marcus rire avec Pierce. C'était plus facile que je ne le pensais. Elle n'a même pas demandé la maison de plage. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, coupant son rire. Je me suis appuyé contre la paroi métallique et j'ai expiré lentement. J'avais signé. La pilule empoisonnée était active. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de prouver la fraude. Et j'avais déjà les preuves. J'avais juste besoin de la bonne scène pour les présenter. Et quelle meilleure scène que le mariage? Marcus et Brun avaient annoncé la date. C'était dans 3 semaines. Un mariage précipité, disait-il. Il voulait être légitimé avant la saison des galas de printemps. 3 semaines. C'était mon échéancier. Je suis sorti du bâtiment et je suis monté dans la voiture avec chauffeur d'Elia.
A-t-il signé, a demandé Elia depuis la banquette arrière. Il a signé, ai-je dit, un sourire sincère perçant finalement. Il pense avoir acheté mon silence pour 500 000 $. Il vient de signer sa vie entière. Elia m'a versé un verre d'eau pétillante. À l'architecte, à la démolition. J'ai répondu, les 3 semaines suivantes ont été un exercice de masochisme. Je devais rester invisible pendant que Marcus et Brin paradaient leur victoire dans tout Atlanta. J'ai loué un petit appartement discret dans le Nord en utilisant mon nom de jeune fille. J'ai passé mes journées avec les experts comptables judiciaires d'Elia à monter le dossier. Nous transformions les données brutes que j'avais volées en un marteau juridique. Chaque soir, je me torturais en vérifiant les médias sociaux. L'Instagram de Brin était un déferlement de luxe. Une photo d'une nouvelle Mercedes décapotable, mon futur mari me gâte. Béni. Une photo de ma salle à manger redécorée avec du papier peint doré collant, dehors avec le vieux, dedans avec le glamour. Je fais enfin de cette maison un foyer. Cela m'a blessé, de l'avoir effacé ma touche de la maison que j'ai construite. Mais les messages les plus douloureux venaient de ma mère. Carole a posté une photo de 3, Marcus, Brin et elle-même, trinquant avec des flûtes de champagne lors d'un dîner de dégustation. La légende, enfin, une famille qui sait comment profiter de la vie. Si fière de ma belle-fille, Brin, et de mon merveilleux gendre, Marcus. Le véritable amour gagne toujours. Véritable amour. Elle avait vendu sa fille aînée pour une place à une table chic. Et Jérôme. Jérôme était silencieux sur les médias sociaux, mais j'ai vu les alertes de cartes de crédit sur les comptes secondaires que je surveillais encore, ceux que Marcus n'avait pas encore trouvés. The Noblement S Liquor, 400 $. Capital Night Club, 10 000 $. Caution, 500 $. Mon fils était en chute libre. Marcus ne l'élevait pas. Il l'autorisait. Je voulais me précipiter pour le sauver, mais Elia m'a arrêté. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, Simone, m'a dit Elia doucement. Il a choisi son camp. Laissez-le voir à quoi ressemble vraiment ce camp quand les lumières s'éteignent. Je savais qu'il avait raison, mais c'était comme couper un membre. Pendant ce temps, l'entreprise pourrissait de l'intérieur. Mes espions, Sarah en comptabilité et Jason en gestion de projet, me donnaient des mises à jour quotidiennes. Marcus n'a pas été au bureau après 14 heures depuis des semaines, a écrit Sarah. Il laisse Brin planifier la refonte de l'entreprise. Elle veut changer le logo en rose et or. Rose et or, Simone. Pour une entreprise d'immobilier commercial. Les entrepreneurs menacent de quitter le chantier de Highland, a rapporté Jason. Marcus a dit que le chèque était à la poste. Ce n'est pas le cas. Il a utilisé l'argent de la construction pour payer le lieu du mariage. Laissez brûler, leur ai-je dit. Documentez juste tout. Sauvegardez le courriel où il vous dit de retarder les paiements. Le mariage allait avoir lieu au sein. Régis dans la grande salle de bal. C'était l'endroit le plus cher de la ville. Brin avait invité 300 personnes, des investisseurs, des politiciens, des célébrités locales. Ils voulaient consolider leur statut de nouveau couple de pouvoir d'Atlanta. Ils voulaient un public. Bien, pensais-je, en regardant l'invitation que Sarah avait obtenue pour moi. Vous voulez un spectacle? Je vais vous donner un spectacle. 2 jours avant le mariage, j'ai obtenu un dernier levier. Il venait d'une source inattendue. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, Simone. C'est Derek. Derek, l'ex-mari de Brin, le mécanicien qu'elle avait saigné à blanc. Derek, dis-je, surprise. Comment vas-tu? Je vais bien. Écoute, j'ai entendu ce qui s'est passé. Ce qu'ils t'ont fait, c'est dégoûtant. Derek dit, baissant la voix. Quand Brin m'a quitté, elle a laissé une boîte de papier dans le garage. J'allais les brûler, mais j'ai jeté un coup d'œil la nuit dernière. Simone, elle a des cartes de crédit à ton nom datant d'il y a 3 ans. Quoi? Elle les a ouvertes quand elle était chez toi. Elle a intercepté le courrier. Elle les a utilisées au maximum puis a caché les relevés. Mais j'ai trouvé les lettres de l'agence de recouvrement. Et j'ai trouvé une lettre de Marcus. De Marcus? Oui. Il a remboursé l'une des cartes. La lettre dit, j'ai couvert celle-ci, mais tu dois faire plus attention. Si Simone voit ça sur son rapport de crédit, nous sommes tous les deux morts.
tiens-toi en nos plans. Encore 2 ans et on prend tout. Encore 2 ans. La chronologie correspondait parfaitement. Marcus avait conspiré avec ma sœur pour voler mon identité et mon argent pendant que je la nourrissais et lui donnais un emploi. Derek, dis-je, la voix tremblante. Peux-tu m'apporter cette boîte? J'arrive, dit-il. Quand Derek m'a remis cette boîte, j'ai senti le dernier verrou se mettre en place. Ce n'était pas seulement de la fraude. C'était un complot prédateur, calculé et maléfique. J'ai regardé la lettre manuscrite de Marcus, encore 2 ans et on prend tout. J'ai enfermé la lettre dans mon coffre-fort. Merci, Derek, dis-je. Fais-leur vivre l'enfer, Simone, dit-il avec un sourire sinistre. Oh, je compte bien le faire, répondis-je. Je compte bien leur faire vivre tout le maudit enfer. La veille du mariage, j'ai fait quelque chose de dangereux. Je suis allé voir Jérôme. Je savais que je ne devais pas, Elia me l'avait déconseillé, mais j'étais avant tout une mère et une ex-femme vengeresse en second. J'avais besoin de lui donner une dernière chance de quitter le navire en train de couler. J'ai attendu devant son nouveau Penthouse, celui que Marcus a acheté avec les fonds de l'entreprise. À 11 heures du matin, Jérôme est sorti en titubant, l'air d'avoir la gueule de bois. Il portait des lunettes de soleil de marque et un sweatshirt qui coûtait plus cher que ma première voiture. Jérôme, appelai-je. Il a sursauté, se retournant. Quand il m'a vu, son visage s'est durci. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu me harcèles maintenant? Je ne te harcèle pas. J'essaie de te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, cracha-t-il, se dirigeant vers sa Porsche. Je vais très bien. Papa vient de me mettre en charge du portefeuille de la région sud. Jérôme, écoute-moi, dis-je, me mettant sur son chemin tompertement. L'entreprise est en faillite. Ils volent de l'argent pour payer ce style de vie. Ils t'utilisent comme bouclier. Quand les fédéraux arriveront, et ils arrivent, ton nom est sur les documents. Jérôme a ri. C'était un son creux et cassant. Tu es juste jalouse. Tu es jalouse parce que papa gagne et que tu es. Tu n'es personne. Tu vis dans un taudis, n'est-ce pas? Papa me l'a dit. Je vis dans la réalité, dis-je, ma voix urgente. Jérôme, s'il te plaît, ne va pas au mariage demain. Dis juste que tu es malade. Va chez tes amis. Ne reste pas debout là-bas avec lui quand ça arrivera. Quand quoi arrivera, me défia-t-il. Tu vas le gâcher? Tu vas faire une scène? Dieu, tu es pathétique, maman. Papa a dit que tu essaierais de le ruiner. Il m'a traité de pathétique. J'ai senti la colère monter, mais je l'ai réprimée. Jérôme, regarde-moi. Je t'ai élevé. Je te connais. Tu n'es pas cette personne. Tu es gentil. Tu es intelligent. Tu n'es pas un voleur. Je ne suis pas un voleur, cria-t-il, le visage rouge. Je suis un homme d'affaires, comme papa. Papa est un fraudeur, hurlai-je en retour. Et Brun est un parasite, et si tu restes avec eux, tu vas couler avec eux. Jérôme me fixa du regard. Puis il sortit son téléphone. J'appelle la sécurité. Éloigne-toi de moi. Il monta dans sa voiture et fit rugir le moteur de manière agressive. En sortant du parking, il baissa la vitre et cria « Ne viens pas demain, maman. Personne ne veut de toi là-bas. Tu es le passé. » Je l'ai regardé s'éloigner, mon cœur se brisant à nouveau. Mais cette fois, la rupture était plus nette. J'avais essayé. J'avais tendu la main. Il l'avait repoussée. Il était seul maintenant. Je suis rentré à mon appartement. Elia attendait avec les derniers préparatifs. Comment ça s'est passé, demanda-t-il, bien qu'il connaisse clairement la réponse d'après mon visage. Il est parti, dis-je d'un ton neutre. Complètement lobotomisé. Alors il apprendra à la dure, dit Elia. Es-tu prête pour demain? Nous avons les codes d'accès au projecteur. La police est informée. L'inspecteur Miller attend dans le hall à 20 heures. Oui. Elia me tendit une housse à vêtements. Alors tu auras besoin de ça. J'ai ouvert la housse. À l'intérieur se trouvait un costume. Ce n'était pas une robe d'ex-femme frénétique et désespérée. C'était un smoking noir élégant, fait sur mesure, Yves Saint-Laurent, puissant, élégant, sévère. Mais ton armure, Simone, dit Elia. Demain, tu n'es pas la victime.
Tu es le bourreau. J'ai touché le tissu. Il était frais et lisse. Merci, Elia. Repose-toi un peu, dit-il. Ça va être une longue nuit. Je ne me suis pas reposé. Je me suis assise près de la fenêtre en regardant les lumières de la ville. J'ai pensé à Marcus et Brin, probablement en train de répéter leurs vœux en ce moment même, probablement en train de rire de la façon dont ils s'en étaient tirés. Encore 2 ans et on prend tout. Il n'aurait pas 2 ans. Il n'aurait même pas 2 jours. Demain, les nouveaux M et Madame Sterling allaient avoir un type de réception très différent. Le matin du mariage s'est levé gris et nuageux, un jour parfait à Atlanta pour un enterrement. J'ai passé la matinée à revoir la présentation. Nous l'avions chronométrée parfaitement. Elle commencerait juste après le montage vidéo de leur histoire d'amour que Brin avait commandé pour $20 000. À 18h, les invités ont commencé à arriver au Saint-Régis. J'ai regardé la diffusion en direct d'une caméra qu'Elia avait installée dans la salle de bal. Il avait une participation dans l'hôtel, y accéder était insignifiant. C'était d'une opulence écœurante. La salle était recouverte de cristal et de roses, des milliers d'entre elles. Il y avait une sculpture de glace de Marcus et Brin entrelacée. J'ai regardé ma mère, Carole, accueillir les invités. Elle portait une robe couleur champagne qui était trop jeune pour elle, rayonnant comme si elle avait gagné à la loterie. Oui, n'est-ce pas merveilleux? Je l'ai entendu dire à un cousin confus. Ce sont des âmes sœurs. Simone? Oh, la pauvre Simone n'a pas pu gérer le succès de Marcus. Elle prend des vacances. J'ai vu Marcus. Il avait l'air nerveux mais triomphant. Il serrait des mains, tapotait des dos, jouant le rôle du roi bienveillant. Et Brin. Elle est entrée vêtue d'une robe Vera Wang sur mesure drapée de diamants, des diamants que mon entreprise avait payés. Elle était magnifique. Je devais l'admettre. Magnifique et pourrie. La cérémonie a commencé. Je les ai écoutés échanger leurs vœux. Je promets d'être ton partenaire en toutes choses, dit Marcus, regardant profondément dans les yeux de Brin. Je promets de soutenir tes rêves et de passer ma vie à te rendre heureuse, roucoula Brin. J'étais assise dans la suite de l'hôtel à l'étage, sirotant du café noir. Mensonge, murmurai-je. Chaque mot est un mensonge. Sommes-nous prêts? Demanda Elia, vérifiant sa montre. Le signal est en direct. Le technicien a confirmé. Dès que tu donneras l'ordre, nous détournerons le flux. Pas encore, dis-je. Attends les toasts. Attends que tout le monde soit assis et regarde les écrans. La réception a commencé. Le champagne coulait à flots. Marcus s'est levé pour faire un discours. Je veux remercier tout le monde d'être ici, lança-t-il, tenant la main de Brin. Ça a été un long voyage, un voyage pour trouver le vrai bonheur. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour trouver sa véritable destinée. La foule applaudit poliment, bien que j'ai vu quelques regards mal à l'aise. Tout le monde connaissait le scandale, il s'en fichait tant que le bar ouvert était de qualité supérieure. Et à ma nouvelle épouse, Brin, continua Marcus, tu es ma muse, mon roc, mon tout. Mon téléphone vibra. C'était le signal. Maintenant, dis-je. En bas, dans la salle de bal, les lumières se sont atténuées pour le montage vidéo. Une musique sentimentale a commencé à jouer. Des photos de Marcus et Brin sur des yachts, à Paris, sur la plage ont défilé sur les immenses écrans derrière la table d'honneur. La foule soupira. Je me suis levé, lissant ma veste de smoking. J'ai quitté la suite et me suis dirigé vers l'ascenseur. C'est l'heure du spectacle, dit Elia, marchant à côté de moi. À l'intérieur de l'ascenseur, j'ai regardé les chiffres descendre, 10. 9. Mon cœur ne battait plus la chamade. Il battait lentement et lourdement, comme un tambour de guerre. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au niveau du hall. L'inspecteur Miller et 2 policiers en uniforme attendaient. Madame Dubois, demanda l'inspecteur. Oui, nous avons le mandat. Nous sommes prêts quand vous le serez. Donnez-moi 5 minutes, dis-je. Je veux qu'il le voie avant de se faire menotter. Compris. Je me suis dirigé vers les portes de la salle de bal. Les gardes de sécurité que Marcus avait embauchés pour m'empêcher d'entrer se sont avancés. Madame, c'est un événement privé. Elia Vance sortit de derrière moi. Et je suis le propriétaire de l'immeuble. Écartez-vous, ou vous chercherez du travail demain. Les gardes hésitèrent, reconnurent Elia et reculèrent immédiatement.
J'ai poussé les portes doubles. À l'intérieur, la musique venait d'atteindre son crescendo. La vidéo sur l'écran montrait Marcus et Brun s'embrassant devant la tour Eiffel. Puis l'écran a clignoté. La musique s'est coupée avec un crissement de Larsen. La salle est devenue silencieuse. Sur les écrans massifs, l'image romantique s'est estompée. À sa place est apparu un tableur austère, des chiffres rouges, puis un document, un relevé de carte de crédit, nom, Brun Dubois. Adresse, 124 Oak Street, ma maison. Achat, bague en diamant, Tiffany & Company, $25 000, payé par Sterling Ridge Corporate Account. Un murmure a traversé la foule. Qu'est-ce que c'est que ça, Brun? Brun s'est levé. Marcus, répare ça. Coupe le flux. Marcus a crié au stand audiovisuel. Éteignez ça. Mais le technicien dans le stand était à nous. Il n'a pas éteint. Il a augmenté le volume, puis ma voix préenregistrée a retenti à travers les haut-parleurs. Bonjour, Marcus. Bonjour, Brun. Vous vouliez une réunion de famille? Vous vouliez que tout le monde témoigne de votre union? Eh bien, montrons-leur sur quoi cette union est vraiment construite. Toutes les têtes se sont retournées, non pas vers l'écran, mais vers le fond de la salle. Le silence dans la grande salle de bal était absolu. 300 paires d'yeux se sont tournés sur leur siège pour me regarder. J'ai descendu l'allée centrale, mes talons claquant rythmiquement sur le sol de marbre. Le smoking noir me faisait ressembler à une ombre contre la mer de fleurs roses. Marcus était figé à la table d'honneur, son visage se vidant de toutes couleurs. Brun serrait sa serviette contre sa poitrine, la bouche bée. Ma mère, Carole, avait l'air sur le point d'avoir une attaque. Simone, murmura Marcus, le microphone captant sa voix tremblante. Qu'est-ce que tu fais? Je ne me suis pas arrêté tant que je n'ai pas atteint le centre de la piste de danse, directement devant la table d'honneur. Je les ai regardés, les personnes qui avaient été mon monde, maintenant juste de petites figures effrayées sur une scène. Je suis ici pour offrir un toast, dis-je, ma voix projetant clairement, pas besoin de microphone. Je tenais une télécommande. J'ai appuyé dessus. L'écran derrière eux a changé à nouveau. Cette fois, c'était la chaîne de mai entre Marcus et le détective privé. Marcus, cherche plus fort, ou invente quelque chose. Je ne peux pas me permettre de lui donner la moitié. La foule a halté. J'ai vu des investisseurs, des hommes que Marcus respectait, des hommes dont il avait besoin, se pencher, chuchotant furieusement. Éteignez ça, cria Marcus, se jetant vers le stand du DJ. Sécurité, sortez-la d'ici. Asseyez-vous, Marcus, la voix d'Elia Vance a retenti depuis l'entrée. À moins que vous ne souhaitiez ajouter voix de fait à votre liste de crimes. Marcus s'est figé. Il a vu Elia. Il a vu la police qui attendait dans l'ombre près de la sortie. C'est faux, a crié Brun, des larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. Elle est jalouse. Elle a piraté le système. Elle est folle. Folle? J'ai appuyé à nouveau sur la télécommande. Un nouveau document est apparu, la demande de prêt falsifié pour le projet Beltline, celle avec ma signature maladroitement collée. Est-ce que la falsification de documents est de la folie, Brun, ai-je demandé calmement. Est-ce que la fraude bancaire est de la folie? Parce que ce sont des années dans une prison fédérale. Et devinez qui a son nom sur les sociétés écrans qui reçoivent les fonds volés. J'ai appuyé à nouveau. Orion Holdings Group. Propriétaire, Brun Dubois. Je l'ai pointé du doigt. Tu n'es pas juste une maîtresse. Tu es une mule. Marcus t'a utilisé pour blanchir 3 millions de dollars. Est-ce qu'il t'a dit ça? Est-ce qu'il t'a dit que lorsque l'IRS viendrait enquêter, il viendrait chercher ta signature? Brun a regardé Marcus, les yeux grands ouverts d'horreur. Marcus. As-tu dit que c'était de l'optimisation fiscale? Tu as dit que c'était légal. Tais-toi, Brun, a sifflé Marcus. Oh, ne l'arrête pas, ai-je dit, souriant froidement. Laisse-le expliquer. Laisse-le expliquer à notre mère ce qu'il l'appelle vraiment. Clic et l'email est apparu, objet, la vieille. Marcus, vire juste un autre chèque à Carole depuis le fond. La vieille est cupide. Tant qu'on paie son condo, elle gardera Simone dans l'ignorance. Elle vendrait sa propre fille pour un budget de rénovation. Carole a émis un son à moitié gémissement, à moitié étouffement.
Elle s'est levée, ses mains tremblant si fort qu'elle a renversé son verre de champagne. Marcus, tu m'as appelé comme ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi? J'ai pris ton parti. J'ai trahi ma propre fille pour toi. Et qu'as-tu obtenu, maman, ai-je dit, la regardant avec pitié. Une place à un mariage qui est sur le point de devenir une scène de crime. Marcus a regardé autour de la salle, les yeux affolés. Il a vu son empire s'effondrer en temps réel. Il a vu des investisseurs partir. Il a vu les serveurs s'arrêter pour regarder. Il a vu la fin. Tu as signé l'accord, a-t-il crié, désespéré. Tu l'as signé. Tu as tout abandonné. Tu ne peux pas toucher à l'entreprise. Section 14. Ai-je dit simplement, la pilule empoisonnée. Si vous avez commis un crime, l'accord est nul et non avenu, et tout, la maison, l'entreprise, les actifs, me revient. Les genoux de Marcus ont fléchi. Il s'est affaissé dans sa chaise. Et Jérôme, ai-je dit, tournant mon regard vers mon fils, qui était assis au bout de la table, livide. Jérôme m'a regardé, terrifié. Il a regardé l'écran, qui affichait maintenant ses propres messages textes. VP? Sérieusement? Ok, j'en suis. Tu voulais être un homme d'affaires, Jérôme, ai-je dit doucement. Eh bien, voici ta première leçon, examine tes partenaires avec soin. J'ai appuyé sur la télécommande une dernière fois. Une vidéo a été diffusée. C'étaient des images de surveillance du parking de l'entreprise. On y voyait Marcus se disputer avec Brun 2 jours auparavant. Marcus, dans la vidéo, une fois qu'on a l'argent de Vance, on se débarrasse du gamin. Jérôme est un poids mort. On le laisse avec la dette fiscale et on déménage à Monaco. Il est trop stupide pour s'en rendre compte. La salle de bal est devenue silencieuse. Jérôme s'est lentement levé. Il a regardé son père. L'adoration qu'il avait pour son héros avait disparu, remplacée par une compréhension dévastatrice. Papa, a murmuré Jérôme. Tu allais m'abandonner. Marcus a balbutié. Non. J'étais juste. J'étais stressé. C'est hors contexte. Tu m'as traité de stupide, a dit Jérôme, sa voix se brisant. Tu as dit que j'étais un poids mort. Jérôme, assieds-toi, a ordonné Marcus, essayant de reprendre le contrôle. Ne l'écoute pas. Jérôme ne s'est pas assis. Il a pris son verre de champagne et l'a jeté au visage de Marcus. Je te déteste, a crié Jérôme. Je te déteste. Le chaos a éclaté. Carole a sangloté. Brun a fait de l'hyperventilation. Marcus a essuyé le champagne de son visage, ressemblant à un rat noyé. J'ai baissé la télécommande. La présentation était terminée. J'ai fait un signe de tête à l'inspecteur Miller. La police est entrée dans la salle. Les invités se sont écartés comme la mer Rouge. Marcus Sterling, a annoncé l'inspecteur, vous êtes en état d'arrestation pour fraude bancaire, détournement de fonds et falsification de documents. Brun Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour complot et blanchiment d'argent. Non, a crié Brun alors que l'agent lui saisissait les poignets. Je ne savais pas. Je suis juste sa fiancée. Il m'a forcé à le faire. Dis-le au juge, a dit l'agent, en claquant les menottes. Marcus n'a pas crié. Il s'est contenté de me fixer. Alors qu'on lui passait les menottes, il a croisé mon regard. Tu as tout gâché, a-t-il craché. Sorcière amère et vengeresse. Je me suis approché de lui. Je me suis tenu si près que je pouvais sentir sa peur. Je n'ai rien gâché, Marcus, ai-je dit, calme comme un lac gelé. J'ai juste allumé la lumière. Et toi? Tu es juste un cafard qui s'est fait prendre. Ils l'ont emmené. Les invités du mariage sont restés debout dans un silence stupéfait. Le seul son était le sanglot de Carole. J'ai regardé la table d'honneur une dernière fois. Le gâteau était intact. Les fleurs étaient parfaites. L'illusion était détruite. Je me suis tourné vers Elia Vance. Je pense que j'en ai fini ici. Brillant, a dit Elia, me tendant son bras. Absolument brillant. Alors que nous sortions, je n'ai pas regardé en arrière ma mère en pleurs ou mon fils dévasté. Pas encore. Ils avaient fait leur lit. Ce soir, ils devaient y dormir. Les jours qui ont suivi le mariage ont été un cirque médiatique.
L'Atlanta Journal-Constitution a publié l'histoire en première page, magnat de l'immobilier arrêté à l'hôtel. Je n'ai pas donné d'interview. J'ai laissé les preuves parler d'elles-mêmes. Je suis retourné chez moi 3 jours plus tard. La police avait déclaré qu'il n'y avait plus de scène de crime. C'était étrange de rentrer dans les pièces que j'avais conçues. Les affaires de Brun étaient partout, des vêtements ringards, des magazines bon marché, des bouteilles de vin à moitié vides. J'ai engagé une équipe de nettoyage. Jetez tout, leur ai-je dit. Tout ce qui ne m'appartient pas, brûler les draps. Changer les matelas. Je voulais effacer son ADN de ma vie. Marcus s'est vu refuser la libération sous caution. Le juge l'a estimé à risque de fuite en raison du plan de Monaco enregistré en vidéo. Il était au FCI en Géorgie, échangeant ses costumes italiens contre une combinaison orange. Brun a obtenu sa libération sous caution, payée par ma mère, qui avait liquidé son épargne retraite pour faire sortir son bébé. Mais Brun n'était pas libre. Elle risquait de 5 à 10 ans de prison. Son visage était partout sur Internet en tant que chercheuse d'or liée à la prison. Une semaine plus tard, ma mère est venue me voir. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient rouges. Elle s'est tenue sur mon porche, tremblant. Simone, sa voix tremblait. Carole, ai-je dit, bloquant la porte. Ne m'appelle pas maman. Puis-je entrer? Il gèle. Tu peux dire ce que tu as à dire de là. Elle a frissonné. Simone, s'il te plaît, sois raisonnable. Brun est terrifié. Elle n'est qu'une fille. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Marcus l'a manipulée. Brun a 40 ans, ai-je dit froidement. Elle savait qu'elle couchait avec mon mari. Elle savait qu'elle dépensait mon argent. Elle a signé les papiers. C'est ta sœur. Carole a gémi, son chagrin se transformant en le venin familier. Tu ne peux pas la laisser aller en prison. Tu dois abandonner les charges. Dis au procureur que c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. C'était un crime. Si tu fais ça, a sifflé Carole, tu n'es plus ma fille. Tu détruis cette famille. J'ai ri. C'était un son léger et libre. Carole, tu as détruit cette famille il y a 20 ans quand tu as décidé que Brun était la princesse et que j'étais la servante. Tu n'es pas venu t'excuser. Tu es venu me demander de réparer ça encore une fois. Tu veux que je sois le bouc émissaire une dernière fois pour que Brun puisse se libérer? Elle est délicate? Elle est une criminelle, et tu es une complice. J'ai vu les chèques que Marcus t'a écrits, honoraires de consultation. Tu as accepté de l'argent pour les aider à me manipuler. Carole a pâli. Je ne porte pas plainte contre toi, Carole, ai-je dit, pas parce que je t'aime, mais parce que je ne veux pas la honte de voir la photo d'identité judiciaire de ma mère. Mais tu es morte pour moi. Ne m'appelle pas. Ne viens pas ici. Si tu as besoin d'argent, demande à Brun. J'ai fait une pause. Oh, attends. Elle est fauchée. J'ai fermé la porte à sa figure. J'ai regardé sur la caméra de sécurité alors qu'elle restait là, frappant à la porte, criant mon nom. Puis ses épaules se sont affaissées. Elle s'en est allée. Ça faisait mal. Bien sûr, ça faisait mal. Mais c'était la douleur d'enlever une écharde, vive, puis soulagement. Puis il y a eu Jérôme. Il n'avait pas appelé. Il n'était pas venu. Je savais qu'il squattait sur le canapé d'un ami parce que les autorités avaient confisqué le Pantouz et la Porsche. J'ai attendu. Je savais qu'il devait venir à moi selon ses propres conditions. 2 semaines plus tard, il s'est présenté à mon bureau. Il avait l'air terrible. Il avait perdu du poids. Il portait un vieux jean et un t-shirt, pas de lunettes de soleil, pas d'attitude. Maman, a-t-il demandé depuis la porte. J'ai levé les yeux de mon bureau. Bonjour, Jérôme. Il est entré et s'est assis sur la chaise en face de moi. Il a regardé ses mains. Je suis désolé, a-t-il murmuré. J'étais stupide. Il m'a fait me sentir important. Il m'a dit que c'était mieux que l'université. Il m'a dit que tu me retenais. Et tu l'as cru parce que c'était plus facile que de travailler, ai-je dit doucement mais fermement. Oui, a-t-il admis, des larmes coulant sur son jean. J'ai vu la vidéo. Il m'a traité de poids mort. Il allait m'abandonner. Je n'ai rien, maman. Il a essuyé ses yeux.
Ils ont pris la voiture. Je n'ai pas d'argent. J'ai besoin d'aide. J'ai regardé mon fils. Je voulais le serrer dans mes bras. Je voulais lui faire un chèque et tout réparer. Mais j'étais l'architecte maintenant. Et vous ne construisez pas une structure solide sur des fondations fissurées. Je t'aime, Jérôme, ai-je dit. Mais je ne vais pas te donner d'argent. Il a levé les yeux, horrifié. Mais où suis-je censé vivre? Je ne sais pas. Tu dois trouver ça. Maman, s'il te plaît. Voici l'accord, ai-je dit, faisant glisser 2 feuilles de papier sur le bureau. Voici une demande de prêt étudiant, et voici une demande d'emploi pour le service courrier de Phoenix Realty. Salaire minimum. Tu commences en bas de l'échelle. Tu termines tes études le soir. Le service courrier, a-t-il demandé, surpris. À prendre ou à laisser. Si tu veux être un homme, Jérôme, tu le gagnes. Marcus t'a donné des choses pour t'acheter. Je ne t'offre rien pour que tu puisses te construire toi-même. Il a regardé les papiers, m'a regardé, a vu la détermination dans mes yeux. Lentement, il a tendu la main et a pris le stylo. D'accord, a-t-il dit, sa voix tremblant. Je vais prendre le travail. Bien, ai-je dit. Présente-toi à Sarah au service RH. Elle te donnera un badge d'identification. Ne sois pas en retard. Il s'est levé. Il m'a regardé. Il m'a vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Tu es vraiment effrayante, maman, a-t-il dit avec une pointe d'admiration dans la voix. Je sais, ai-je souri. Maintenant, va travailler. Le procès a été court. L'épreuve était accablante. Marcus Sterling a plaidé coupable pour éviter une peine de 20 ans. Il a reçu 8 ans dans une prison fédérale, plus une restitution. Il avait l'air gris et vaincu dans la salle d'audience. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Brun a conclu un accord de plaidoyer, 3 ans de prison pour fraude. Elle a sangloté lorsque le marteau est tombé, regardant Carole dans la galerie et criant « Maman, fais quelque chose !» Mais Carole ne pouvait rien faire. Carole vivait dans un studio, subsistant grâce à la sécurité sociale, ayant perdu son allocation et sa fierté. J'étais assise au dernier rang dans mon costume noir. J'ai regardé la justice être rendue. Je ne ressentais pas de joie. Je ressentais la paix. Le registre était enfin corrigé. Épilogue. 1 an plus tard, j'étais dans mon bureau au 40e étage surplombant la ville. Le panneau Phoenix Realty sur le mur derrière moi était argenté et bleu élégant, sans aucune trace de rose. L'entreprise prospérait. Nous venions de conclure l'accord Beltline avec Elia Vance. Il s'agissait d'un développement à usage mixte comprenant des condos de luxe, mais aussi des logements abordables et un centre communautaire. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Jérôme. Et, maman. Je viens de terminer mon examen final d'économie. Je pense que je l'ai réussi. De plus, l'équipe du service courrier a amélioré l'efficacité du tri de 15% cette semaine. Est-ce que j'ai une augmentation? J'ai souri. Ne force pas trop, mais le dîner est à ma charge ce soir à 19h. Jérôme travaillait dur. Il était fatigué, fauché et humble, et je n'avais jamais été aussi fier de lui. Il devenait l'homme que je savais qu'il pouvait être, pas la caricature que son père avait essayé de modeler. On a frappé à ma porte. Entrez. Elia Vance est entré avec une bouteille de champagne. Joyeux anniversaire, a-t-il dit, du jour où tu as incendié le cirque. On dirait que c'était il y a une éternité, ai-je dit, acceptant la flûte. Tu sais, a dit Elia, s'appuyant contre mon bureau, Marcus m'a envoyé une lettre de prison. Il veut savoir si j'achèterai ses actions des anciennes sociétés écrans. Il a besoin d'argent pour la cantine. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, je ne fais affaire qu'avec le PDG, et le PDG est occupé à construire un empire. Nous avons trinqué. J'ai regardé l'horizon de la ville. J'avais perdu un mari. J'avais perdu une sœur. J'avais perdu une mère. Mais je m'étais retrouvé. Je n'étais plus le bouc émissaire. Je n'étais plus la réparatrice. Je n'étais plus la femme invisible. J'étais Simone Dubois, l'architecte. Et ma vie était enfin vraiment à moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'a pas été facile à revivre, mais si mon parcours peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à se lever contre les personnes toxiques dans leur vie,
alors cela en valait la peine. La famille n'est pas toujours le sang. La famille, ce sont les personnes qui vous respectent, qui vous valorisent et qui vous soutiennent lorsque la tempête arrive. Si vous vous accrochez à quelqu'un simplement parce que c'est de la famille, mais qu'il vous fait du mal, laissez-le partir. Vous êtes assez fort pour construire quelque chose de nouveau. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez voir plus de justice être rendue, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille toxique? Comment avez-vous trouvé la force? Je lis chaque commentaire, et j'aimerais beaucoup entendre votre histoire. D'ici là, restez fort, restez intelligent et ne laissez jamais personne prendre les clés de votre château. Je suis vraiment heureuse que vous soyez ici et que j'ai pu partager mon histoire avec vous. Si vous l'avez aimé, montrez-le-moi en aimant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Voyons combien d'entre nous il y a. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est. Je suis tellement curieuse de savoir d'où vous venez tous, vous merveilleuses personnes. Si vous voulez me soutenir un peu plus, vous pouvez aussi envoyer un petit don. Je partage de nouvelles histoires de vie pour vous chaque jour. Et maintenant, 2 de mes histoires les plus populaires vont apparaître à l'écran pour que vous puissiez choisir quoi regarder ensuite.